Bienvenue au tout nouvel épisode de Parler sans fin, un podcast de Moisson Montréal. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Hans Dussault, bénévole et bénéficiaire à la maison de quartier Villeray, Catherine Boyer, directrice de l'administration et des TI à Moisson Montréal, Roxane Langelier, coprésidente du Cercle des jeunes philanthropes à Moisson Montréal et directrice de l'expérience et de la qualité clinique Paro-Implanto, et Alejandra Aracena, coordonnatrice des bénévoles et des programmes d'intégration sociale à Moisson Montréal. Hans, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à Parler sans fin. Vraiment très apprécié. Hans, tu as travaillé dans les communications, les arts, la musique, la photographie, une grande partie de ta vie. À quel moment tu as commencé à sentir que ça pouvait être un peu plus difficile pour toi? Puis peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Bien, je te dirais que les difficultés ont commencé avec le changement de gouvernement aux États-Unis par rapport aux tarifs douaniers, tout ça. Parce que moi, la plupart de ma clientèle, c'était les compagnies américaines. Ils se sont ramassés à avoir énormément de problèmes par rapport à se faire payer par leurs clients, donc à me payer moi. Ce qui faisait que dans mon domaine à moi, ce qui était courant de se faire payer, ça pouvait prendre jusqu'à 90 jours. Avec les nouveaux tarifs, ça allongeait les paiements jusqu'à 6 mois. Fait que là, il fallait avoir les reins solides pour être capable de passer 6 mois sans recevoir de salaire. Puis c'est ça qui a fait à un moment donné que je me suis ramassé que, économiquement parlant, c'était difficile d'arriver à tous les mois pour pouvoir payer les billes, payer le loyer, puis payer la bouffe. Fait que c'est ça. Fait que mon parcours professionnel a toujours, je te dirais que j'ai toujours fait ça. J'ai commencé quand j'étais adolescent. Fait qu'à partir de là, tranquillement, pas vite, je me suis mis à pogner des contrats dans les différents domaines, plus comme pigiste qu'employé pour une boîte, mettons. Tu étais travailleur autonome. Exactement, c'est ça. C'est ça. Puis, à partir du moment que tu n'y arrivais plus financièrement, peux-tu nous parler un petit peu des choix impossibles que tu devais faire au quotidien? Ce qui arrive, c'est... Moi, je suis parent, j'ai une fille en garde partagée. OK. Une semaine sur deux, ce qui faisait que il fallait que je sois capable d'avoir la nourriture pour ma fille quand elle était là. Puis avec les paiements qui n'arrivaient pas des clients, ce qui fait que quand j'étais tout seul, ça me dérangeait pas de manger des bines toute la semaine. Mais quand ma fille était là, j'avais comme pas le choix de la nourrir convenablement, là. Fait que les choix impossibles, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il faut jongler les paiements de billes, tu sais. Fait que si je voulais manger, tu es obligé de négocier avec la compagnie de téléphone, la compagnie d'électricité, la compagnie d'Internet, tous ces trucs-là, ce qui faisait que ça devient un peu stressant à tous les mois d'avoir à appeler pour avoir des ententes de paiement ou des trucs comme ça, tu sais. C'était ça qui était plus difficile. Sauf que j'avais quand tu es pigiste dans le domaine des arts des communications, tu apprends à jouer avec le long terme, si on peut dire. Fait que tu es capable de prévoir que les problèmes vont arriver avant qu'ils arrivent, si on peut dire. Fait que moi, j'ai pas été pris de court à la dernière minute, sauf qu'il a fallu que je trouve des alternatives. Puis une des problématiques, c'était je vais payer mes billes avant de manger, tu sais. C'était la problématique, c'était ça. Sauf que je pouvais pas empêcher mon enfant de manger, là. C'était ça qui était le plus difficile. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une semaine où je savais que ma fille, elle s'en venait, puis que j'avais pas reçu mes paiements, là, j'étais comme un petit peu dans le trouble, là, tu sais. Donc, suite à ça, tu as décidé d'aller à la maison de quartier Villeray pour avoir de l'aide alimentaire. Peux-tu nous expliquer un petit peu là, la première fois que tu es allé là-bas, comment ça s'est passé et tout ça? En fait, c'est que j'étais déjà impliqué dans un mini-organisme qui faisait de la redistribution de nourriture et d'articles de maison depuis une dizaine d'années. Puis il y avait une page Facebook. Puis il y a une personne à un moment donné qui a demandé de l'aide alimentaire sur la page et il y a un autre membre du groupe qui lui a dit « Va à la maison de quartier Villeray, à tous les jeudis, donne la nourriture. » Puis la maison de quartier de Villeray s'avérait être à 2 coins de rue de chez nous. Fait que j'ai comme fait « je vais y aller, tu sais. » Fait que le jeudi, j'y vais.
Puis, j'étais pas inscrit. Fait que je dis, ben, je vais aller m'inscrire. Puis, après ça, je pourrais avoir la nourriture. Mais sur le fait même, la première fois que je suis allé là, je suis arrivé après les heures de distribution, mais ils m'ont quand même accepté sans être enregistré. Puis, je suis reparti avec 3 sacs de nourriture qui ont fait que j'ai pu passer la semaine avec cette nourriture-là pour nourrir ma fille. Wow! Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes réalités que tu as vues là-bas à la maison de quartier Villeray, justement? Ben, dès la première journée que je suis allé là, il y avait d'autres bénévoles qui m'ont dit, on cherche toujours des bénévoles, donne ton nom. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai donné mon nom, puis 2 jours après, on me rappelait pour me dire, on me demandait si j'étais disponible les jeudis pour la distribution de nourriture. Fait que j'ai dit oui. Fait qu'ils m'ont pris, puis dès que je suis arrivé là, je me suis rendu compte que il y avait des gens de tous les côtés de la société qui étaient là. C'était pas juste des pauvres, là. Il y avait des gens il y avait des travailleurs qui, eux aussi, n'arrivaient pas. Il y avait des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre, des gens de toutes les races, de toutes les religions, de tous les âges. C'était pas... On a tout le temps une espèce d'idée stéréotypée des gens qui demandent de l'aide alimentaire. Puis ça allait... C'était vraiment pas ça que j'ai vu. Fait que des hommes, des femmes, des familles de mon quartier. Puis c'est ça qui me... J'ai vu le côté humain au travers de ça, plus que la caricature ou le stéréotype même des gens qui demandent de l'aide. Tu étais impliqué aussi, là, tu étais impliqué à la maison de quartier Villeray, mais tu étais impliqué aussi déjà, là, dès ton adolescence, tu étais impliqué pour les adolescents où est-ce que tu accompagnais des jeunes atteints du cancer pour juste leur changer les idées. Peux-tu nous raconter un petit peu cette implication-là, puis d'autres implications que tu as fait, justement? Oui. C'est que ma mère, dans les années 80, était directrice d'un département de recherche sur le cancer du poumon. Fait que je l'aidais déjà dans certains aspects de son travail, parce qu'il y avait comme, si on peut dire, de la dactylo à faire, de l'ordinateur à faire. Puis ma mère, dans les années 80, c'était pas une personne qui était, comment je pourrais dire, qui aimait la technologie puis utiliser tous ces trucs-là. Fait que je l'ai aidé là-dessus. Puis ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, dans une minime portion de ces patients, il y avait des adolescents qui réagissaient complètement différents face à la maladie par rapport aux personnes plus âgées, puis elle n'arrivait pas à les comprendre. Elle, dans son travail, ça dépassait plus l'aspect médical, ça allait au-delà de ça, c'était plus un aspect mental, un aspect humain, les à-côtés de la vie, si on peut dire. Puis elle aimait beaucoup essayer de comprendre où est-ce que le patient était mentalement. Fait que, ce qui est arrivé, c'est qu'étant donné que je l'aidais beaucoup, elle m'a demandé de pouvoir m'impliquer, voir si je pouvais comme juste les divertir, passer du temps avec. Parce que ça se passait à Québec à l'époque. Puis dans les années 80, Québec desservait tout l'est du Québec. Donc, tu avais des gens de Sept-Îles, des gens de la Gaspésie. Fait que tu te ramassais qu'il y avait des patients qui se ramassaient isolés de leur famille, seuls, ce qui les mettait dans une situation psychologique plus difficile, plus lourde, si on peut dire. Fait que c'est ça. La raison pourquoi j'étais là, c'était de percer le mur que la maladie créait chez les patients pour mieux comprendre leur système réactionnel par rapport à ça. Parce qu'au travers de la maladie, le psychologique est super important. C'est la dépression, tous ces trucs-là. Hein. Fait que moi, c'était ça. C'est comme ça. C'était à ça que je servais un peu. C'était de percer leur mur, les amener à parler, les amener à mieux comprendre la maladie. Mais c'est pas quelque chose que je me suis impliqué en me disant moi je veux m'impliquer. C'est plus une façon de vivre ou une façon d'être. Avant ça, enfant, moi j'ai grandi dans une place où il y avait 17 maisons. Le premier village était à 1 heure d'où ce qu'on vivait. OK. Ce qui fait que quand tu es éloigné de même et qu'il y a 17 maisons, tout le monde qui habite là, sont importants. Tu deviens comme une micro-communauté. Puis c'est de l'entraide tout le temps.
pour moi, le communautaire, pendant longtemps, c'était plus du bon voisinage. C'est de s'entraider entre voisins. C'est de sortir de la maison puis d'aller vers l'autre puis participer à leurs activités pour les aider, que ce soit s'ils rénovent, s'ils travaillent sur leur terrain. Là où ce qu'on vivait, les gens chauffaient au bois. Tu avais des corvées de couper le bois, fendre le bois. Tu sais. Fait que c'était juste normal. C'était comme ça qu'on vivait. Tu sais, c'était comme ça qu'on survivait de semaine en semaine. Fait que pour moi, ça a toujours été plus une idée de participer au bon voisinage que d'entraider ou de faire du communautaire. Tu comprends? OK, ouais, je comprends. En fait, c'est comme pour vous, tu sais, vous étiez... C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Puis ça a commencé dès le jeune âge. Puis Ça a toujours été comme ça. Puis, tu sais, malgré toute l'adversité que vous avez eue dans votre vie, les coups durs et tout ça, je sens que vous gardez toujours une lumière en dedans de vous et tout ça. Oui. Puis, comment est-ce que vous y arrivez, justement, au quotidien? Bien, c'est que... il arrive un temps où tu te rends compte que pour passer au travers, il faut que tu sois une équipe, il faut que tu travailles ensemble. Puis, en notre âge, dans les années qu'on vit en ce moment, avec la situation de société qu'on a, la seule façon que la communauté va être capable de passer au travers, c'est d'être une communauté. C'est de travailler ensemble, c'est de partager les talents, partager les énergies, partager le temps, sortir de la maison, lâcher un petit peu les écrans, puis aller dehors, jardiner, cuisiner ensemble. J'irais même jusqu'à dire que si ce message-là peut rejoindre des gens, c'est considérer des possibilités comme créer des coopératives, partager le portefeuille financier des gens pour diminuer le coût de la nourriture, parce qu'on s'en va dans des années où ce qui va être important, c'est d'avoir un toit, manger. Puis il y a bien des choses qu'on ne peut pas baisser le prix, à part si on se met ensemble. Si tout le monde achète de la farine, ben ça revient tout le temps moins cher d'acheter 40 kilos de farine que d'acheter 20 sacs de 2 kilos de farine. Puis je pense qu'on s'en va vers ça, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autorités ou le gouvernement trouvent toutes les solutions. Il faut sortir de la maison. Il faut commencer à se reparler, arrêter de s'ostiner pour des idées qui ne sont juste que du parlage, tu sais, juste des débats. Il faut commencer à agir, rentrer en action ensemble, trouver ce qui nous unit malgré nos différences. Parce que sur un bateau, s'il y a juste des capitaines, on n'ira pas nulle part. Je veux dire, sur un plateau de tournage, il y a les gars qui tiennent le micro, puis il y a les gars avec les écouteurs sur les oreilles en arrière qui nous disent « Tu parles dans le micro, puis c'est correct. » Tu comprends? Ils sont là. Ils sont juste là. Ils sont importants. Hans, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui à Moisson Montréal, au podcast Parler sans fin. Ton histoire est inspirante. Ton énergie est très inspirante également. Et puis, merci pour ce que tu fais pour la communauté. Et puis, bonne continuité. Ben, c'est moi qui te remercie, Kevin. Merci beaucoup. Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Parler sans fin aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Tu t'es déplacé de ton bureau. Tu as fait une petite marche jusque sur la mezzanine. Effectivement, merci. Ça me fait plaisir. Écoute, tu as grandi dans un univers où l'entraide, le communautaire était très présent. Ton père a d'ailleurs fondé Moisson Rive-Sud. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette époque, une histoire touchante, quelque chose qui t'a marqué là, de cette période-là? Bien, il faut commencer par dire que mon père avait une épicerie, parce que mon père est décédé aujourd'hui, mais il avait une épicerie, c'était son métier d'être épicier. Donc, en 1967, son épicerie et tout. Donc, c'est sûr que quand tu as une entreprise, tu as une épicerie, tu es dans un milieu, il était à Longueuil, il y avait des gens qui avaient besoin. Donc, mon père a toujours été extrêmement généreux. Ma mère est extrêmement généreuse. Donc, même avec tout le monde,
Mon père était généreux avec ses frères, ses sœurs, les sœurs de ma mère. Quelqu'un avait besoin, il était là, il donnait de la bouffe. Mais oui, c'est sûr, avec Moisson Rive-Sud qui s'appelait Cédar avant, Centre de distribution alimentaire de la Rive-Sud, ça a commencé comme ça. En 92, c'est ça. Donc, oui, pour moi, toute ma vie, j'ai été dans... J'ai vu mon père donner, j'ai vu mon père être toujours à l'écoute, même des organismes du quartier, parce qu'il y avait plusieurs organismes qui étaient là, le repas du passant, l'entraide chez nous, puis ils venaient s'il y avait quelque chose. « Ah, M. Boyer, il nous manque de ci, il nous manque de ça. » Mon père allait dans sa poche, mais il disait toujours je veux pas que mon nom apparaisse nulle part. Parce que mon père, lui, c'était « Je veux donner, puis ça me fait plaisir, mais je veux pas nécessairement que ça soit apparent. » Tu sais, c'était donné, mais c'était en toute humilité. C'était ça, oui, effectivement. Puis, tu me parlais en pré-entrevue d'un moment qui était assez marquant, où est-ce que les gens y arrivaient puis qui te servaient à même l'épicerie à ton père. Peux-tu nous en parler? Bien, il y a eu un monsieur qui venait, je me rappelle, puis ça, c'est mon père qui me racontait ça, parce que moi, en 95, quand j'ai fini l'université, il n'y avait pas ben de job. Je sortais de l'école, j'étais enseignante, puis il n'y avait pas tellement de job. Donc, j'attendais avec ma boîte à lunch chez nous. Puis là, mon père m'a dit, « Pourquoi tu viens pas travailler au magasin? » Ah, ben oui, pourquoi pas. Fait que j'ai commencé à travailler de soir et tout. Puis, il y a eu un monsieur, à un moment donné, qui est venu, il venait toujours en été. Donc, j'imagine qu'il y avait une job. Il était plus dans le nord, au Québec, là, puis l'été, il descendait voir sa famille. Puis, il était pas très, très riche. Fait qu'il passait toujours voir mon père. Il me disait, mon père, que ça faisait 10-15 ans qu'il faisait ça. Il venait le voir, puis il disait, tu sais, moi, je vais voir ma mère, vieillissante, j'ai pas grand-chose, tout ça, j'aimerais ça. Fait que mon père, il faisait le tour avec lui, il faisait une épicerie. Il repartait avec 3, 4, 5 sacs, puis il s'en allait comme ça. Puis le monsieur était tellement reconnaissant, là, mais c'est ça. Fait que moi, c'est de voir ça, tu te dis, OK, tu sais, puis il m'avait dit, non, regarde, passe avec lui, tu mets ce qu'il veut dans son panier, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est sur moi. Donc, il faisait ça, puis il repartait. Fait que le monsieur, il passait dans l'épicerie, puis il mettait ce qu'il voulait. Oui, puis j'étais avec lui, là. Donc, c'est sûr que moi j'étais avec lui, je remplissais ses sacs, puis après ça, on passait en arrière des comptoirs, parce que je me rappelle, après la caisse 10, là, il y avait comme, fait qu'on repassait là, il repartait, il allait voir mon père, il le remerciait, puis mon père aussi, il redonnait 2 tickets d'autobus pour qu'il puisse s'en retourner, puis c'est ça. Tu es dans le communautaire depuis plusieurs années. Ça fait combien d'années que tu es dans le communautaire? Depuis 2008. Mais je fais du bénévolat depuis 2004-2005 à Moisson-Rive-Sud. Je faisais du bénévolat. Et ça fait 10 ans que tu es à Moisson-Montréal. Oui. Félicitations. Merci. Est-ce qu'il y a un moment durant ton parcours justement à Moisson-Montréal ou dans le communautaire où est-ce qu'à la fin de ta journée, tu t'es dit, OK, cette journée-là m'a vraiment rentré dedans en fonction de qu'est-ce que tu as vu sur le terrain? Il y a eu particulièrement, j'étais à Moisson-Rive-Sud à l'époque, puis on était, c'était durant la période des fêtes, puis il faut dire que souvent les organismes durant la période des fêtes ferment. Puis dans le Vieux-Longueuil, notre Moisson Rive-Sud à l'époque, là, est encore là, mais nous, on ne faisait pas de panier de Noël. Okay. Et c'était vraiment une chose que les organismes faisaient. Donc, c'était eux qui délivraient les paniers, les gens devaient s'inscrire, il y avait des listes, tout ça, c'était super bien organisé. Puis après ça, ils fermaient durant 2 semaines, les organismes. Puis là, à un moment donné, je pense qu'ils ont oublié une famille, ou je ne sais pas trop, c'est une famille avec 7 enfants. Qui était dans le besoin. Puis cette famille-là, ça donnait qu'elle restait à Saint-Bruno. Donc, nous, ils nous ont demandé, Moisson-Rive-Sud, de faire le panier et tout, puis d'aller le porter. Mm-hmm. Donc, on a fait un gros épicerie, on est allé le porter. Puis, tu sais, quand... C'est pas des préjugés, mais tu dis, quand même, dans certaines villes, tu t'attends pas à ce qu'il y ait des gens autant dans le besoin, là. Mm-hmm. Puis quand tu arrives, là, puis tu vois qu'il y a 7 jeunes enfants, ils étaient tous en bas de 10 ans.
Donc, sûrement, c'est ça. Et puis, on a apporté, là, il y avait les yeux gros de même. Et la dame et son conjoint, ils étaient tellement reconnaissants. Puis eux autres, ils ont fait ça, tu sais, souvent, tu sais, tu veux pas te rendre là, mais tu te rends compte que tu n'as pas le choix parce que tu n'auras rien à mettre sur la table, là, puis tu pourras pas aller au prochain panier alimentaire parce que c'est fermé pendant 2 semaines. Fait qu'on leur a fait une grosse épicerie. Ils étaient tellement reconnaissants. Puis quand j'étais rentrée chez nous, je m'étais dit, tabarouette, c'est vraiment... Tu sais, puis j'ai jamais manqué de rien dans ma vie. J'ai toujours, tu sais, autant d'amour, mais j'ai jamais manqué de bouffe, jamais manqué de quoi que ce soit de toi. Puis pour moi, c'était comme... Tu sais, puis j'étais quand même pas si vieille que ça, tu sais, puis tu te dis... Ça m'a shaké, tu sais, puis je suis arrivée, puis j'étais tellement contente que vraiment, tu remercies d'être tombée à la bonne place. Je sais pas trop, là, mais c'est ça. Ça m'avait shaké. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qui a vu son père fonder Moisson Rive-Sud, qu'est-ce que tu lui dirais en voyant tout le chemin que tu as parcouru aujourd'hui? Bien, premièrement, je dirais que c'était mon héros. Moi, mon père, écoute, on a travaillé 10 ans ensemble. J'ai toujours dit que c'était le premier homme de ma vie, mais c'était mon héros. Pour moi, suivre sa trace, c'était des gros souliers à chausser. Puis je dirais, premièrement, merci de m'avoir inculqué des valeurs d'entraide, de respect, de bienveillance. Mais aussi de m'avoir ouvert les yeux, puis aussi ouvert le cœur sur de se soucier de l'autre, puis de se soucier du bien-être des gens qui t'entourent. Mon père, c'était ça, puis il voulait que les gens soient, oui, heureux, mais puis c'est pas pour rien qu'il était épicier, là, qu'il manque pas de nourriture. Pour lui, c'était la base. La nourriture, c'était important. Fait que je dirais tellement merci, puis merci de m'avoir... d'avoir un peu montré le chemin que de travailler dans le communautaire, tu pouvais faire une belle vie pareille. Lui, il n'a pas été dans le communautaire tant que ça, là, mais il en a toujours fait on the side, là, mais... ah non, regarde, je le prendrais dans mes bras puis je dirais un gros, gros merci, là. Je sais... À ma mère aussi. Ma mère, je lui dis tous les jours, mais à mon père, je dirais merci d'être la fille, la femme, la mère que je suis. C'est grâce à eux. Moi, c'est grâce à lui aussi. Là. Tout ça, c'est grâce à lui. Si je suis là aujourd'hui, là, c'est lui. Catherine, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci pour ta grande dévotion pour le communautaire. Vraiment très inspirant, puis bonne continuité. Merci infiniment. Roxane, merci beaucoup d'être aujourd'hui au podcast Parler sans fin. C'est vraiment très, très apprécié. Avant d'être impliqué auprès du Cercle des jeunes philanthropes de Moisson Montréal, puis de différentes causes aussi qu'on va parler, tu as grandi toi-même dans une famille où est-ce que vous avez eu besoin d'aide alimentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période-là de ta vie? Absolument. En fait, moi, j'ai grandi dans un village que tout le monde a sûrement déjà entendu parler. Dans les années 90, il y avait beaucoup de jokes à propos de la ville d'où je viens, à C'est quoi, entre autres. Genre le lapin de Pâques fluorescent, les poteaux dans la rue, le gars au coin de la rue qui check les capes de roue, sa principale. Puis, mais là, fais-nous pas durer le punch plus longtemps que ça. C'est quoi cette ville-là? C'est Saint-Lin. Saint-Lin-Laurentide. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Saint-Lin une fois dans sa vie. Absolument. Que ce soit parce que c'est loin ou avec des propos des fois un peu péjoratifs sur l'environnement de Saint-Lin. Tu sais, on va dire Saint-Lin-Saint-Jérôme. Mm-hmm. Fait que j'ai grandi à Saint-Lin dans un quartier, entre autres, ça s'appelait Les Lacs. Endroit assez défavorisé, je dirais. Mon école primaire, qui a été construite dans les années 90, a aussi été une des premières à avoir le club des petits déjeuners dans les années 90. Fait que j'ai un peu grandi dans cet environnement-là. Donc, un quartier défavorisé, on avait besoin, c'est ça, de l'aide alimentaire. D'aussi loin que je m'en rappelle, de l'enfance à l'adolescence, mes parents allaient à la banque alimentaire là, pour aller chercher de la nourriture. Fait que, mais outre ça, j'ai jamais manqué de rien. Puis justement, je pense que c'est un petit peu ça qui m'apporte à m'impliquer aujourd'hui parce que je vois l'importance que les banques alimentaires ont dans ces familles-là. Est-ce que tu t'en rendais compte quand tu étais jeune
de justement cette aide-là alimentaire que tu recevais? Comment tes parents, ils géraient tout ça, en fait, là, auprès de... Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Tu étais tout Non, seul? je suis une enfant unique. OK. Ouais. Comment est-ce que tes parents géraient ça? Ben, tu sais, ma mère travaillait pas. Mon père travaillait. Je savais que ma mère allait à la banque alimentaire parce qu'en fait, elle avait aussi une implication où elle devait aller cuisiner à la banque alimentaire. Là, il allait faire des sauces à spag, des pâtés chinois, des choses comme ça. Puis, tu sais, la seule chose que je me rendais compte, je dirais, c'est, tu sais, je manquais de rien. Puis je sais pas si c'est l'influence des années 90 un peu, là, tu sais, dans ces années-là. C'était bien la mode, là, les pogos, les pizzas pochettes, un peu le fast-food, là. Mhm. J'en avais à la maison, mais souvent, j'avais les brands no-name, là. Tu sais, fait que les petits bâtonnets de fromage là, que tu trempes dans le fromage, qui étaient tellement bons. Mais moi, j'avais les sans nom jaunes, tu sais. J'avais pas les Kraft, là, avec les petits Ritz dedans, là. C'est des petites choses comme ça que je remarquais, mettons. Un autre, tu sais, mettons, la barre aéro, j'avais tout le temps des aéros à la menthe. C'est toujours ceux-là qu'on va donner à la banque alimentaire parce que les gens les aiment moins. Mais outre ça, je pense que, tu sais, mon assiette était toujours pleine. Fait que, tu sais, pour ça, j'ai pas réalisé plus que ça. C'est plus, je te dirais, l'environnement ou les choses matérielles qui peuvent avoir un impact sur ben, c'est ça, l'état de défavorisé, je te dirais, de ma famille. Là. C'était pas vraiment ce que je mangeais. Parce que, comme je te dis, j'avais toujours une assiette pleine. Puis, je pense que c'est ça. L'effet années 90 avait quelque chose aussi à avoir dans tout ça. Là. Aujourd'hui, on mange mieux, je pense, que dans les années 90. Là. Il y a moins de pizza pochette. Hein. Donc, c'est ça. Donc, ce que tu essaies de dire, c'est qu'en fait, tu vois qu'il y a une évolution un peu au niveau de l'alimentation, au niveau Absolument. de l'aide alimentaire des banques. Là. C'est ça que je comprends? Bien, aussi dans la génération, tu sais, ben, les enfants aiment toujours manger du craft dinner, là, on va se le dire encore aujourd'hui. Mais dans le temps, tu sais, mettons, mes amis qui avaient des lunchs santé, là, eux autres étaient tellement fâchés d'avoir des lunchs santé parce que c'était tellement cool d'avoir un pogo dans ton lunch. Hein. Mais oui, les banques alimentaires, ça a grandement changé, je trouve, l'offre. Tu sais, parce que avant, ben, tu sais, je le sais parce que je m'implique avec Moisson là, aujourd'hui, mais tu sais, avant, des légumes frais, ben congelés, mettons, ou des légumes tout court dans les paniers, il n'y en avait pas beaucoup. Tu sais, c'était des légumes en canne, c'était tu sais, des denrées non périssables. C'est sûr que d'où je viens, on n'avait pas, tu sais, Moisson qui desservait ce secteur-là. Fait que c'était une petite banque alimentaire là, de village. Mais oui, tu sais, ça a clairement changé là, parce qu'on n'avait pas. Tu sais, je sais qu'ici, vous avez acheté une grosse machine là, qui coupe les légumes. Là. Fait que vous réutilisez les légumes, vous les ensachez, vous les congelez. Tu sais, vous rendez vraiment l'alimentation saine plus accessible que dans le temps. Là. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment changé puis qui est indispensable aujourd'hui là, parce que des légumes, on en a besoin. Aujourd'hui, est-ce que tu réalises davantage le poids que tes parents portaient à l'époque? Oui et non. Parce que j'ai pas d'enfant. Fait que je peux pas me comparer d'une certaine façon parce que j'ai pas un enfant à ma charge. Donc, c'est moi. Moi et mon chat. Mais je peux comprendre, c'est que c'est un stress de devoir nourrir une famille, de savoir qu'à la fin du mois, ben tu dois arriver avec de la nourriture sur la table. Puis justement, tu sais, la banque alimentaire permet ça, enlever ce stress-là. Aujourd'hui, je pense que j'en suis où je suis parce que mes parents ont pu m'offrir d'autres choses parce que les banques alimentaires venaient combler quand même un certain besoin. Tu sais, j'ai jamais manqué de rien, puis mes parents m'ont donné toutes les opportunités que je pouvais pour grandir, puis tu sais, passer à autre chose. Donc, tu n'avais pas conscience vraiment que tu traversais des périodes difficiles là, quand tu étais petit. Tes parents, ils réussissaient à... Est-ce que tu en avais conscience? Oui, j'en avais conscience, OK. absolument. Tu sais, j'ai eu des Noëls avec une orange dans un bon Noël puis un CD usagé de No Doubt, là, tu sais. J'ai été là, mais j'en avais pas conscience dans le sens où est-ce que mes parents m'aimaient puis je mangeais à la fin de chaque jour, là, tu sais. On veut pas comparer, là, mais tu sais, il y avait de la nourriture dans mon assiette, là, tu sais. Il y a des situations qui sont pires que ça, je pense. Ce que je voyais, moi, c'était plutôt le matériel, tu sais, comparé. Ben moi, j'ai pas eu cette Barbie-là, ou tu sais, des choses comme ça, là, que quand t'es jeune puis que t'as moins de sous, ben, c'est un petit peu là-dessus que tu vas plus focusser, tu sais. Quand tu entends que 36 % des bénéficiaires de Moisson Montréal sont des enfants, tu sais, pour toi, c'est clair que c'est plus qu'une statistique. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Bien, c'est beaucoup. Encore aujourd'hui. Je trouve que c'est une statistique assez élevée, là. Puis... En même temps, je suis aussi contente parce que je trouve que ça aide les bonnes personnes. Je sais pas si tu comprends où est-ce que je m'en vais avec ça, là. Tu sais, c'est que ça aide des familles
en fait, qui en ont besoin. Personne ne devrait avoir besoin de l'aide alimentaire, mais quand elle est là, ben, je pense qu'elle est distribuée aux bonnes personnes. Fait que, on aimerait ça que ça soit moins. Puis, ouais, c'est ça. C'est dur comme... C'est vraiment dur comme question, tu sais. Non? OK. T'as vraiment hésité avant de venir faire cette entrevue-là. Qu'est-ce qui finalement t'a fait « OK, ben je vais aller le faire finalement ». Comment tu as décidé? Ben, tu sais, dans la vie, je pense que personne n'aime ça être vulnérable. Puis de parler de cette facette-là de sa vie, c'est un peu d'être vulnérable, justement. Mais il y a aussi le facteur honte. Tu sais, il y a souvent de la honte associée avec demander de l'aide. Tu sais, mais non, mais je serais capable de m'en sortir toute seule ou moi, j'ai eu besoin d'aide quand j'étais plus jeune. Moi, j'aimerais juste lever le voile de la honte là-dessus. C'est pas grave si tu as eu besoin de l'aide alimentaire quand tu étais jeune ou si tu en as besoin aujourd'hui ou si tu en as besoin dans le futur. C'est là justement pour t'aider. C'est là pour t'aider à passer à travers une mauvaise passe puis pouvoir passer à autre chose. Puis on devrait justement pouvoir profiter de ces ressources-là puis se dire que c'est pas une fatalité. C'est pas parce que tu as recours à l'aide alimentaire une fois que tu vas en avoir besoin toute ta vie. T'sais. Donc, finalement, tu as changé d'idée parce que tu t'es dit « Crime, je vais aller le dire », c'est ça? Ben oui, tu sais, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, puis ben, dans la vie, je pense qu'on a tous bénéfice à être plus vulnérables. Aujourd'hui, de quelle façon, parce que là, tu es impliqué à Moisson Montréal dans le Cercle des jeunes philanthropes, tu t'impliques aussi de d'autres façons. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, bien en fait, depuis maintenant 6 ans, j'organise une collecte de denrées dans l'ouest de l'île de Montréal. Je travaille dans une clinique de spécialité dentaire. Fait que ce qu'on fait, nous, on travaille beaucoup avec des dentistes référents. Donc, il y a 6 ans, on a commencé l'initiative de demander à nos dentistes référents de faire une levée de fonds et de denrées. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va distribuer des paniers dans toutes ces cliniques-là. Ils vont ramasser des denrées et des fonds pendant à peu près là, 4 à 6 semaines. Puis ensuite, nous, avec les organismes dans l'ouest de l'île, donc on a Mission de l'ouest de l'île et Partage Action de l'ouest de l'île, on va récolter les paniers, puis on redonne tout à la banque alimentaire. Fait que là, vous faites ça depuis 6 ans. Oui, exactement. Fait que c'est une belle initiative. Les patients commencent à être habitués justement à ce qu'on ait des paniers dans le temps des fêtes. Fait qu'ils vont apporter de façon là, automatique dans le temps des fêtes là, leur denrées à la clinique. Fait que c'est un petit peu ça qu'on voulait instaurer, une habitude que dans le temps des fêtes, ben, tu apportes tes denrées à la clinique dentaire. Puis ça va être redonné là, au suivant. Wow! Bien, félicitations Merci. pour ça. On va parler un peu de ton implication dans le Cercle des jeunes philanthropes de Moisson Montréal, qui est une nouveauté à Moisson Montréal. Peux-tu nous expliquer un petit peu là, ton rôle au sein de justement du cercle, puis qu'est-ce que ça représente pour toi exactement d'être dans le cercle? Oui. Ben, en fait, dans le cercle, je suis coprésidente avec Stalim. Puis en ce moment, on est 5 jeunes professionnels là, impliqués. C'est une nouvelle initiative. On a d'ailleurs notre événement là, de lancement la semaine prochaine. Ben, tu sais, l'objectif du cercle, c'est vraiment un peu de rajeunir la philanthropie puis de trouver une façon de donner accès aux dons ou au bénévolat à une autre démographique. De se rendre compte que le dollar que tu vas donner, il y a tellement un grand impact. Tu sais, que c'est pas parce que tu donnes pas 10 000 $ que tu fais rien pour ta communauté. Tu sais. Fait que pour moi, c'est juste de faire de la sensibilisation, de redonner au suivant, de voir à quel point moi, ça m'a aidé quand j'étais jeune. Ben, puis à quel point justement ça a un impact. Tu sais, quand je te disais, j'ai eu l'impression que j'ai un peu manqué de rien. Bien, je le sais que les banques alimentaires, leur travail, c'est important. Fait que j'ai envie de continuer de supporter tout ça à ma façon avec le Cercle des jeunes philanthropes. Bien, Roxane, merci beaucoup pour ton implication pour Moisson Montréal, Ça me pour fait ce que tu plaisir. fais pour la communauté. Merci. Une très grande preuve de résilience. Merci d'être venu ici nous raconter un peu ton histoire. C'est Ça me fait vraiment très plaisir. apprécié. Puis on va te souhaiter bonne continuité. Merci, Kevin. Alejandra, merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition de venir à Parler sans fin aujourd'hui. Alejandra, tu es quelqu'un de très impliqué dans le communautaire depuis plusieurs années. La vie t'a amené toi-même à te retrouver dans une situation très difficile. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là et puis de ce qui t'a amené là, jusqu'à Moisson-Montréal? En fait, moi, j'ai déménagé dans l'Ouest il y a 8 ans. Et donc, j'avais un emploi et tout se passait super bien. Et à un moment donné, j'ai perdu mon emploi. Alors là, j'ai commencé tranquillement à aller
cherchait un autre emploi. Il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Et donc, on a commencé à puiser dans les économies, dans le petit coussin qu'on appelle. Mais à un moment donné, c'était de plus en plus que le temps passait et il n'y avait toujours pas un autre emploi. Et puis, ben c'est ça. À un moment donné, c'était plus dur pour... quand c'était rendu que j'allais au dépanneur pour acheter du pain, juste du pain, pas faire une commande, juste aller acheter du pain. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et à un moment donné, mais c'est comme on avait besoin plus que du pain. Donc, je suis rentrée sur le site de, de la banque alimentaire d'où ce que j'étais. Et je suis rentrée plusieurs jours avant de lire et de voir comment on pouvait faire pour justement avoir accès à de la nourriture. Et c'était difficile. Je rentrais dans la page et je la fermais. Après ça, la deuxième fois, ben, j'ai lu un peu plus, de voir, ah, OK, il faut que je prenne un rendez-vous. Ah, j'ai besoin de preuve de revenus. Ah, j'ai besoin. Donc, ça a été comme ça. Et je pense que ça a été comme 4-5 fois que je suis allée sur le site pour finalement faire une demande. OK, ça t'a pris un moment là, Oui, oui, avant oui. de te dire, OK, j'y vais. Là. Tu étais hésitante et Oui, tout oui, ça. Oui, parce que en travaillant 25 ans dans le communautaire, j'ai toujours été celle qui a aidé les gens, qui a toujours essayé de répondre aux besoins des gens. Et là, tout d'un coup, ben, c'est moi qui avais un besoin et que je devais aller chercher de l'aide pour répondre à mon besoin. Donc ça, c'était difficile. C'était difficile sur l'orgueil. Je pense que c'était de l'orgueil, oui. Ça fait beaucoup réfléchir, me dire, hey, je suis rendue là. Mais à un moment donné, c'est la réalité te rattrape. T'as pas le choix. Il faut que tu fasses cette démarche-là. Et c'est pas seulement une affaire alimentaire. Pour moi, ça allait au-delà de ça. C'était vraiment d'être capable d'aller chercher de l'aide. Quand on travaille dans le communautaire, on n'est pas habitué. Parce qu'on est habitué à répondre, mais pas à demander. Donc, c'est ça. Et je vais jamais oublier, j'étais dans ma voiture et j'attendais l'heure du rendez-vous. Et puis, je n'étais pas capable de sortir de la voiture puis de me dire, hey, tout d'un coup, qu'on me reconnaît. Tout d'un coup, que je vois des clients que moi-même j'ai servi avec d'autres besoins, mais que j'avais répondu. J'étais comme. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, ben, on y va. Et je suis rentrée et j'étais émerveillée de voir toutes les choses qu'on nous avait données. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'en avais besoin. Parce que pour voir, de dire, waouh, on nous a donné tout ça, c'est justement là que je me suis rendu compte que, waouh, on en a vraiment besoin. Qu'est-ce qui a fait en sorte, justement, parce que là, tu sais, je comprends que ça a été une période extrêmement difficile pour toi. La première fois que tu es rentré, tout ça, tu as eu besoin d'aide alimentaire pendant combien de temps environ? J'étais comme 3-4 fois. OK, 3-4 fois. Qu'est-ce qui t'a permis de, justement, tu sais, il y a eu une petite lumière, quelque chose qui s'est passé, qui t'a redonné une étincelle, puis t'a fait, OK, ben comme parce que de ce que je comprends, tu trouvais ça extrêmement difficile. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait après ça que, justement, c'est venu alléger un petit peu plus ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie par la suite? Par la suite, ben, comme j'arrivais pas à trouver un emploi où ce que j'étais, OK. je me suis dit, ben, je vais essayer au Québec pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand j'ai vu l'offre d'emploi de Moisson Montréal, j'ai pas hésité une seconde à postuler. Et c'est la seule entrevue que j'ai eue. Et le seul poste que j'ai postulé, c'était celui de Moisson Montréal. Et je trouvais que c'était comme ironique de la vie de revenir, genre, donner de l'aide, redonner, justement, dans un endroit où les gens ont des besoins, justement, alimentaires. Pour moi, je me sentais choyée, et je me sens choyée d'être employée, justement, à Moisson Montréal, où on répond aux besoins alimentaires et Dieu sait que c'est un besoin primordial. Puis, la première fois que tu es rentré dans une banque alimentaire, puis que tu étais justement du côté bénéficiaire, comment tu t'es senti? Là? Parce que là, tu étais dans ta voiture, on comprend, mais une fois que tu étais rendu là, comment tu t'es senti?
premièrement, je trouve que pour travailler dans une banque alimentaire, il faut vraiment être très empathique. Et c'est la première chose que j'ai sentie. J'ai pas senti de jugement en rentrant. J'étais vraiment très avec un nœud dans l'estomac. Je suis rentrée vraiment, je sens que j'étais rouge, comme j'avais honte. Et j'ai senti comme qu'on m'a serré dans les bras. Et on m'a dit, ben venez ici, madame, prenez ce que vous avez besoin. Et ça, vraiment, ça a été un soulagement. Ça a été vraiment un soulagement. C'est ce qui m'a permis de retourner. Et c'est ça, de sentir l'empathie, de sentir que les gens avaient cette humanité. Donc, je pense que vraiment, pour travailler dans une banque alimentaire, c'est ce qu'on a besoin. D'un côté très, très humain pour se mettre dans les souliers des autres aussi. Non? Donc, ta crainte n'était pas fondée. Non, vraiment, vraiment pas. Non. Donc, j'imagine qu'il y a eu justement cette espèce de soulagement-là de « Hey, OK, finalement, c'était beaucoup dans ma tête que ça se passait. » là. Oui, vraiment. Alejandra, quand on regarde ton chemin parcouru, on sent une très grande force de résilience chez toi. Quand tu regardes ça, justement, ton parcours de Calgary jusqu'à Moisson-Montréal, qu'est-ce que cette épreuve-là, qu'est-ce que ce chemin-là t'a appris sur toi-même aujourd'hui? Ah, que j'étais capable d'en prendre. Aussi d'être capable de prendre des décisions. Hein? C'est la première fois de ma vie où j'étais justement dans une position où je devais prendre des grandes décisions qui allaient justement déterminer le futur de ma famille. Non? Comme par exemple de revenir à Montréal, de vendre la maison. Donc, tout ça faisait de laisser notre vie là-bas et de revenir ici. Donc, ça a été ce que j'ai appris de voir justement que c'est des décisions que des fois, je me disais, je sais pas si je serais capable de retourner. Toujours, j'ai hésité dans différentes sphères de ma vie, mais là, je ne pouvais pas. Je devais prendre des décisions. Donc, quand la vie te presse, ben, t'as pas le choix. Et aussi de me dire que oui, on peut être en haut et on peut être en bas et on peut remonter, on peut redescendre. Et le plus important, c'est l'humilité. Et le plus important, c'est justement d'être capable de le vivre. Et de pas avoir des peurs et de la honte ou... oui, je pense que c'est plus de la honte, non? Ou de s'en sentir raté. Non, la vie est comme ça. On a des hauts et des bas. Et il faut justement grandir dans les hauts et dans les bas aussi. Alejandra, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. C'est vraiment très apprécié. Bravo pour ton chemin parcouru, ta force de résilience. C'est très, très inspirant le témoignage que tu es venu faire aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Kevin. Et voilà, c'est tout pour un autre épisode de Parler sans fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de partager et d'en parler à vos amis. On se revoit pour un prochain épisode.